Il existe au pays une machine énorme et très puissante qui réagit immédiatement lorsqu'un individu adopte une position anti-Israël. La récente publication d'un livre intitulé « Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine » a déclenché une vive polémique aux États-Unis. On y raconte le lien indéfectible entre Washington et Israël. Selon les deux auteurs, cette alliance s'explique par la puissance du lobby pro-israélien en sol américain. C'est un groupe de pression composé d'organisations juives, bien sûr, mais aussi de chrétiens évangéliques. Et ce lobby pro-israélien influence-t-il la politique étrangère des États-Unis? Voilà la question cruciale et presque taboue explorée dans ce reportage qui donne la parole à d'éminents historiens, à diverses personnalités politiques aussi, et vous entendrez également les deux universitaires qui ont allumé la mèche. Mars 2006. Deux politologues américains conservateurs de renom, Stephen Walt et John Mearsheimer, secouent les milieux politiques de Washington en publiant un article sur l'influence du lobby israélien dans les affaires étrangères des États-Unis. Comme vous le voyez, l'article a été publié le 23 mars 2006. Je crois que la version de Harvard a été téléchargée plus de 350 000 fois. Les États-Unis appuient Israël de plusieurs façons, autant sur le plan militaire qu'économique. On parle d'une somme d'environ 3 milliards de dollars par année. Malgré le fait qu'Israël soit un pays relativement riche, il reçoit plus d'aide étrangère que n'importe quel autre pays au monde. Nous imposons notre veto à toute résolution de l'ONU qui critique Israël. Ceux qui sont contre, 14 voix pour, une voix contre. Le projet de résolution n'est pas adopté par suite du vote négatif d'un membre permanent du Conseil. Those against? Those against? Ceux qui sont contre. Actuellement, les États-Unis parlent d'employer la force militaire contre l'Iran. Il faut se demander pourquoi les États-Unis sont à ce point préoccupés par le fait que l'Iran acquiert des armes nucléaires. La raison pour laquelle on en fait tout un plat aujourd'hui, c'est à cause des pressions du lobby. L'article souligne essentiellement qu'il existe en sol américain un puissant groupe de pression résolu à contrôler la politique étrangère des États-Unis de manière à favoriser Israël. Puis, l'article démontre que les politiques que les États-Unis finissent par adopter au Moyen-Orient à la suite des pressions exercées par le lobby sont contraires aux intérêts nationaux américains. A free, prosperous, and secure Israel is in this nation's national interests. En ces temps d'insécurité politique aux États-Unis, enlisés dans la guerre en Irak, cet article provoque beaucoup de remous. C'est dorénavant l'affrontement entre démocrates et républicains, américains et israéliens, juifs et chrétiens, isolationnistes et interventionnistes. Le protocole de recherche est inqualifiable. Richard Perle a été conseiller à la défense au sein du gouvernement Bush jusqu'en 2004. Il a également conseillé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il n'y a aucune preuve pour soutenir la thèse selon laquelle on trouve des gens à Jérusalem qui tirent les ficelles d'institutions inconscientes des intérêts des États-Unis et qui plutôt travaillent au bénéfice d'Israël.
Je suis très surpris qu'ils n'aient pas cherché à mieux protéger leur réputation avec des recherches inattaquables et rigoureuses. Certains arguments invoqués dans cet article m'ont vraiment fait sourciller, parce qu'autant Mearsheimer que Walt sont de meilleurs universitaires que ne le laisse supposer ce rapport. Lawrence Wilkerson s'est porté volontaire pour combattre au Vietnam. Son père était pilote durant la Seconde Guerre mondiale et son fils est dans l'armée de l'air. Entre 2000 et 2005, Lawrence Wilkerson a été le chef de cabinet de Colin Powell. Toutefois, l'article éclaire un peu certains aspects, dont le plus important demeure le fait que nous ne parlons pas de ce sujet aux États-Unis. Nous ne pouvons pas parler de ça. Ensuite, ils ont aussi mis en doute la valeur stratégique d'Israël pour les États-Unis au lendemain de la guerre froide. Il y a 10 ans, on ne pouvait même pas parler du lobby israélien. Aujourd'hui, nous le faisons. C'est controversé, mais nous en parlons. Tony Judd est né en Angleterre tout juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ses parents étaient des Juifs européens. Dans les années 60, il a travaillé dans un kibbutz, puis pour l'armée israélienne. Selon lui, la crédibilité de l'État d'Israël est en train de s'effriter. J'ai écrit un article dans le New York Times au même moment où l'essai de Mearsheimer et Walt a été publié. C'est le journal qui me l'a demandé. Je leur ai dit que je commenterais l'article. Au journal, ils n'en avaient pas parlé et ils étaient d'accord. Toutefois, ils ont insisté pour que dans l'article, je m'identifie d'une façon ou d'une autre comme juif. Publier un article controversé sur le lobby juif, d'accord, mais si l'auteur est juif, c'est bien mieux. Voilà où en est le débat. Ce n'est pas drôle d'être qualifié d'antisémite. Ce n'est pas drôle de se faire dire que ses recherches scientifiques ont été bâclées. Ce n'est pas drôle de se faire attaquer jour après jour et de voir que personne ne vient à sa défense. Mais en fait, nous savions que c'est ce qui nous attendait. Nous connaissions le prix à payer pour publier un tel article. Ils ont raison, mais ils ont tort. Ils ont raison d'un strict point de vue géopolitique et géostratégique, des spécialités que j'ai étudiées toute ma vie. Israël ne représente plus la valeur stratégique qu'il avait durant la guerre froide. Plus encore, Israël constitue un boulet en termes de stratégie pour les États-Unis. C'est très différent de la période de la guerre froide. Simultanément, le stratège libéral en moi dit que ça ne fait pas vraiment de différence, parce que les liens entre Israël et les États-Unis sont si étroits et si forts que peu importe la géostratégie ou géopolitique, tout ça est sans conséquence. La composante psychologique de cette relation devient en soi une stratégie. On se dit que même s'ils le voulaient, les États-Unis ne pourraient pas se sortir de cette relation. Donc, messieurs Walt et Mearsheimer, vous avez peut-être raison techniquement, mais en pratique, vous avez tort. L'Amérique ne peut tout simplement pas dire à Israël « Voilà, vous êtes seuls ». Cela ne marcherait pas. Et une des raisons pour lesquelles cela ne marcherait pas, c'est qu'il existe un très puissant lobby juif aux États-Unis. En plus des organisations juives et du lobby politique pro-Israël et PAC, le Comité d'affaires publiques américano-israélien, les professeurs Walt et Mearsheimer ajoutent les millions de chrétiens évangélistes au total des membres du lobby israélien. Ils sont voués aux intérêts d'Israël et font taire toutes les critiques à son endroit. There's a new day in America between Christians and Jews. We don't agree on everything, but we agree on this, that we are going to be together, inseparable in the defense of Israel and the Jewish people. Nous pouvons compter sur des millions de personnes dans l'organisation. Il y a plus de 22 000 chefs spirituels et certains d'entre eux ont des listes d'envoi de plus d'1,5 million de noms.
La majorité des ministres présents à la radio et à la télévision soutiennent notre cause parce que chaque évangéliste croit à la Bible. Et la Bible ordonne clairement de soutenir l'État d'Israël. John Hagee croit que tous les chrétiens doivent soutenir Israël. Il considère également l'Iran et les autres États islamiques comme l'antéchrist qui cherche à détruire l'État d'Israël. Au lendemain de la dernière guerre au Liban, en 2006, sa congrégation a amassé 8 millions de dollars pour appuyer les Israéliens. Again, there's a new Hitler, and he's the president of Iran, and he intends to build nuclear weapons, and his brazen declarations against the Jews in America have been carried on the front pages of America's newspapers. Ladies and gentlemen, we must demonstrate courage. We must demonstrate intellectual honesty. We must demonstrate the willingness to stand up and to speak out. We must act now to stop Iran before the maniacal dream of exterminating the Jewish people becomes a nuclear holocaust. And I am hopeful that the American government will have the courage to help Israel in its day of adversity against tyrants. Je ne crois pas qu'il arrive un moment où on se dit qu'on a suffisamment de soutien. Notre objectif demeure toujours de laisser savoir à nos élus que, d'une part, nous sommes derrière l'État d'Israël, et que si qui que ce soit tente de l'attaquer, nous ferons tout en notre pouvoir pour que ses représentants ne soient plus réélus. Il faut bien comprendre qu'on parle d'un sujet interdit. Personne ne veut parler des Juifs. C'est tabou. Earl Hilliard a été membre du Congrès des États-Unis. Dans les années 90, il souhaitait établir des liens avec la Libye, en Afrique. À cette époque, les États-Unis n'entretenaient aucun lien diplomatique avec ce pays considéré alors comme faisant partie de l'axe du mal. Hilliard a visité le pays plusieurs fois et maintenait des relations suivies avec Muammar Kadhafi. Voici ce qu'AIPAC a fait. Certains membres du Congrès introduisaient des résolutions condamnant la Libye en les associant avec celles condamnant la Syrie, l'Iran et l'Irak. Ils ont continué à proposer ces résolutions accompagnées de toutes sortes de sanctions et représailles contre ces pays. Évidemment, j'ai voté contre ces résolutions et d'autres ont commencé à faire de même. J'ai su plus tard ce qui avait vraiment mis AIPAC en colère. Des membres du Congrès sont venus me voir pour tenter de comprendre ce qui se passait et j'ai répondu que nous tentions de négocier. Plusieurs personnes m'ont appelé pour me raconter ce qu'elles avaient vu et entendu et elles m'ont dit de regarder CNN. Au cours de la campagne électorale, son adversaire politique dans le district d'Alabama a reçu plus de 300 000 $ de New York en contribution électorale. Un montant sans précédent. Ils ont inondé les ondes radio et télévision de messages publicitaires. Il faut se rappeler quelles étaient les préoccupations des Américains à cette époque. Nous venions de vivre les événements du 11 septembre et la plupart des Américains ne pouvaient faire la différence entre Saddam Hussein et Muammar Kadhafi ou Kadhafi et Ben Laden. Pour eux, ils étaient tous pareils. Plusieurs messages publicitaires m'ont associé à eux en disant que je les appuyais. On voyait des images des avions percutant le World Trade Center. Vous comprendrez que ma cote a commencé à baisser rapidement dans les sondages. Je dois admettre que tout avait été bien planifié et exécuté. Je me suis dit en voyant tout ça, mon Dieu, leur truc est vraiment au point. J'ai perdu l'élection. I lost the election. But you have to understand. Il faut bien comprendre qu'on parle d'un sujet interdit. Personne ne veut parler des Juifs, c'est tabou.
C'est comme si on parlait d'un péché. On ne doit même pas donner son opinion. You're not even supposed to give your opinion. So you think it's very difficult for me to even ask questions about the Israel lobby in Washington? Absolutely. Absolument. Très difficile d'obtenir des réponses. Très difficile d'obtenir des entrevues. J'espère que vous réussirez, mais ça va être houleux. It's gonna be rough. Il existe au pays une machine énorme et très puissante qui réagit immédiatement lorsqu'un individu adopte une position anti-Israël. Elle passe alors à l'attaque. Un jour, j'ai mentionné l'étude de Mearsheimer et Walt au cours d'un séminaire dans une des universités où j'enseigne. En moins de 48 heures, j'ai reçu un courriel d'Alan Dershowitz. And within 48 hours, I had an email from Alan Dershowitz. Who is he? Alan Dershowitz est un professeur de Harvard qui protège le lobby juif aux États-Unis comme un chien d'attaque. J'ai reçu un courriel de sa part qui disait essentiellement qu'il ne croyait pas que je rendais justice à la relation américano-israélienne, à la place d'Israël dans le monde, et ainsi de suite. Parce que j'avais cité le rapport Walt Mearsheimer qui était tellement déficient, erroné et tout le reste. Il a même ajouté en attaché sa propre réplique au rapport Walt Mearsheimer, en me conseillant de l'utiliser pour faire contrepoids au cours de mon séminaire. Je ne me servais même pas du rapport dans mon séminaire. Je l'avais tout simplement mentionné pour illustrer la colère de certaines personnes qui regrettaient qu'on ne puisse discuter et débattre de ce sujet aux États-Unis. Moins de 48 heures plus tard, j'avais déjà à mes trousses un des chiens de garde du lobby juif. Il y a des gens partout à travers les États-Unis, sur tous les campus du pays, qui sont prêts à faire la même chose que lui, protéger les intérêts américano-juifs et particulièrement les intérêts d'Israël aux États-Unis. In that sense, the Jewish lobby is probably le lobby juif est sans doute mieux organisé et plus apte à réagir rapidement contre toute menace potentielle que tout autre lobby. J'ai été invité l'automne dernier à m'adresser aux membres d'une organisation appelée 2020. Je devais leur parler de ma spécialité, la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient et le lobby israélien. À cette époque, c'était un sujet très chaud dans les journaux. Environ une semaine avant ma conférence, le secrétaire de cette organisation m'apprend que l'événement aurait lieu au consulat de Pologne. C'est, semble-t-il, l'endroit où ils se réunissent. Puis, 2 heures seulement avant que je prenne la parole, je reçois un coup de téléphone du chef de cette organisation qui me dit qu'il regrettait beaucoup, mais que le consul général de Pologne venait d'annuler la tenue de la conférence au consulat à la suite de téléphones du comité américano-juif et la Ligue anti-diffamation. Eh bien, je peux comprendre aisément que la position du consul est très délicate. Ici, quand on dit le mot Pologne, on pense tout de suite à l'antisémitisme. La Pologne doit surmonter son problème d'image dans ce pays. Même s'il n'est pas très séduisant, le nouveau gouvernement polonais travaille néanmoins très fort pour établir de bonnes relations avec Washington, à se montrer amical envers Israël et à faire preuve de bonne volonté autour de ces sujets. Et voilà que quelqu'un se présente au consul général de Pologne à New York et raconte que, vous savez, ce Tony Judd est un personnage très controversé. Il est anti-Israël et, selon certains, il serait même antisémite. Êtes-vous sûr de vouloir l'inviter? Ce serait mauvais pour votre image, mauvais pour votre diplomatie. Les Polonais n'ont pas à jouer les héros pour défendre mon droit de parole. Ils ont des problèmes plus importants et, par conséquent, je ne les blâme pas. Le lobby s'en prend agressivement à des individus comme nous pour nous faire taire. Et aussi pour envoyer à d'autres personnes le message suivant.
Si vous marchez dans les traces de Jimmy Carter ou celles de Tony Judd, de John Mearsheimer ou Steve Walt, vous aurez à payer cher votre témérité. C'est un modèle de dissuasion. Il tente de dissuader d'autres personnes de faire ce que nous avons fait. Ceux qui votent comme le souhaite AIPAC sont éventuellement récompensés en généreuses contributions électorales. Kenneth Ross est directeur de Human Rights Watch, une organisation non gouvernementale indépendante qui enquête sur les violations des droits humains. Après la publication de son rapport sur la guerre du Liban, il s'est lui-même retrouvé sur la ligne de feu. I was wondering if you can comment on the fact that in the press in the United States you are called an anti-Semite and demonizing the Jewish state concerning Human Rights Watch reporting in the Lebanon war. Human Rights Watch's fairly extensive reporting during the war, reporting that I should say focused both on Hezbollah's indiscriminate attacks into Israel and on Israel's indiscriminate bombardment in Lebanon, was met by some reflexive defenders of Israel, not with rational discourse, not with a discussion of the facts, but with name-calling, including accusations of anti-Semitism, of blood libel, of this or that. Nous sommes habitués aux attaques des gouvernements que nous critiquons. Mais dans ce cas, le gouvernement israélien s'est montré plutôt favorable et nous avons tenu ce qu'on pourrait appeler un dialogue raisonnable sur ce qui se passait au Liban. Ce sont les supporters d'Israël, surtout aux États-Unis, et jusqu'à un certain point en Israël, qui nous ont attaqués de plein fouet, et c'était inhabituel. Nous affrontons rarement ce genre d'attaque bien coordonnée de la part d'un groupe d'individus. Il s'agissait de gens qui ne tenaient aucun poste officiel au sein du gouvernement israélien, mais qui se sont arrogés le rôle de défenseurs permanents d'Israël, peu importe la conduite de ses dirigeants. Does it matter that you are Jewish? Je crois que tout au long du débat sur la guerre au Liban, cela a dû compter parce qu'il était plus difficile pour ces défenseurs acharnés d'Israël de me traiter d'antisémite. Ce n'était pas très crédible. Mon père a fui l'Holocauste nazi. Les parents de ma mère ont fui les pogroms en Pologne et au Bélarus. Je suis un très mauvais candidat à l'antisémitisme. Bien sûr, on pourrait parler du vieux cliché du juif autodestructeur, mais cela ne me convient pas non plus. Et plus personne ne fait attention à ce genre de critiques aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi ne pas laisser les gens inoffensifs comme moi continuer à prendre la parole simplement? Là, il faut revenir à toute autre chose. Ce n'a pas toujours été comme ça. Tout a commencé dans les années 70. Avec la montée en popularité des politiques d'identité dans ce pays, il est devenu plus ou moins à la mode, sinon politiquement et économiquement acceptable, que les gens s'identifient comme afro-américains, italo-américains, irlandais-américains. Mais personne ne dit « je suis un juif américain ». Si quelqu'un dit « vous êtes juif américain », il flotte soudain comme un malaise dans l'air. Toutefois, les juifs doivent avoir aussi à se forger une identité. Le besoin de posséder sa propre identité culturelle, comme les Italiens américains, les Noirs américains ou les Hispano-américains, a donné naissance dans la communauté juive à deux étiquettes identitaires. La première, c'est Israël, et la seconde, c'est Auschwitz. L'une se situe dans l'espace, l'autre dans le temps. Être juif, c'est être ému par le souvenir de l'Holocauste, et c'est aussi de s'identifier à Israël. Même si vous n'aviez aucun lien personnel avec l'Holocauste, ou si vous n'êtes jamais allé en Israël, ce qui est d'ailleurs le cas pour la plupart d'entre eux. Résultat, ils sont extrêmement sensibles, politiquement et personnellement. Ce n'est pas une invention. Les gens le croient vraiment. Ils sont donc extrêmement sensibles à toute critique envers Israël ou toute menace d'oubli de l'Holocauste, parce que cela touche alors à l'identité profonde des Juifs américains. The state of Israel was the dream of your ancestors, made a reality by your grandparents and your parents.
Chaque année, l'AIPAC organise une conférence à Washington où ils réunissent des supporters venus de partout à travers le pays. Il s'agit d'un groupe très puissant qui tente d'influencer les législateurs et la politique américaine au Moyen-Orient. En plus, c'est un événement assez mondain. Il y a un petit côté Hollywood où on diffuse toutes sortes de vidéos pour mobiliser et enthousiasmer les participants. On dirait une atmosphère de ralliement. Et puis, ils réussissent à attirer une brochette extraordinaire de personnalités officielles de premier niveau. America and Israel share an unbreakable bond. AIPAC is one of the reasons why. All of us share a fundamental belief that the freedom and security of Israel are vital interests of the United States of America. We need you now more than ever. C'est devenu plus ou moins un rituel. Il faut que les personnalités invitées assistent à l'événement pour montrer qu'elles sont du côté de l'AIPAC. La moitié des membres du Congrès sont là, des membres influents du gouvernement y sont, et le conférencier invité chaque année est toujours une vedette. From Florida, Bill Nelson. From Nebraska, Ben Nelson. From Illinois, Barack Obama. From Arkansas, Mark Ryan. I also want to mention former member of Congress, Rob. AIPAC réussit très bien à éprouver la loyauté des membres du Congrès envers sa cause, de sorte qu'on voit constamment le dépôt de résolutions sur le Moyen-Orient. Ainsi, ce peut être une résolution de soutien à Israël pour un geste quelconque ou pour exprimer la sympathie envers des victimes d'une attaque suicide ou encore pour condamner l'Iran ou un autre pays de la région qui s'est montré hostile envers Israël. Ces gestes viennent confirmer la loyauté des membres du Congrès lorsqu'il est question d'Israël. Ceux qui votent comme le souhaite AIPAC sont éventuellement récompensés en généreuses contributions électorales provenant de sympathisants à la cause d'AIPAC. L'organisation elle-même ne donne pas d'argent. Mais en établissant un suivi scrupuleux des votes exprimés au Congrès, AIPAC décide à qui l'argent ira. L'argent ne se rend pas dans les coffres du membre du Congrès ou du sénateur, à moins que celui-ci n'endosse les positions du lobby. Donc, leur premier niveau majeur d'influence, c'est l'argent. Et ce gouvernement nage dans l'argent. Probablement plus que toute autre administration dans l'histoire des États-Unis. For 2 months, we've been trying to get in contact with Congress people who voted nay to certain of the bills that were supported by AIPAC, but nobody wanted to speak to us. Is that normal? Oui, les membres du Congrès n'ont rien à gagner à parler de ce sujet. D'ailleurs, même le fait de voter contre les positions recommandées par AIPAC est dangereux parce que cela peut signifier des baisses de financement en campagne électorale. Cela peut aussi créer toutes sortes de problèmes dans leur propre circonscription. Tard dans la nuit, lors d'une réunion dans un hôtel à Paris, un important sénateur démocrate m'a tenu en toute confidence des propos sur Israël qui n'étaient pas très loin des critiques que je fais moi-même. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne parlait jamais ainsi devant le Sénat, était-ce à cause du vote juif? Il m'a répondu que cela n'avait rien à voir avec le vote juif. Il m'a dit « Il y a très peu de juifs dans l'État que je représente et ils vont voter pour moi de toute façon. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas l'argent. Je ne reçois pas d'argent du lobby israélien. Mais si jamais je prends la parole au Sénat et que je prononce un discours émouvant sur le besoin de prendre nos distances face à Israël pour mieux comprendre le sort réservé aux Palestiniens, j'obtiendrai l'appui de 5 ou 10 sénateurs tout au plus. Ce serait tout et en prime, je serais fini au Sénat. Plus personne ne voudrait appuyer les résolutions concernant mes propres besoins. Si je voulais obtenir quelque chose pour mon État, si je proposais un projet de loi sur l'éducation ou la fiscalité, tout ce qui est trait aux politiques intérieures me serait refusé.
needs. If I wanted to move something for my state, or an education bill, or a financial Même si cela n'a rien à voir avec Israël, je serais en punition. Je parie qu'il serait impossible pour Steve Walt ou pour moi d'obtenir un poste politique de haut niveau dans le gouvernement américain. Par exemple, Steve a été invité à une soirée à Harvard en compagnie d'un candidat à la présidence. La personne qui avait invité Steve est venue le retrouver environ une semaine après la publication de l'article et elle lui a dit qu'elle devait lui retirer son invitation au dîner. Le personnel du candidat à la présidence lui avait téléphoné pour dire qu'il serait inacceptable pour un candidat présidentiel d'être vu à la même soirée que lui. America and Israel have a special friendship. You have devoted yourselves to strengthening the bonds between the United States and Israel. The United States will stand with Israel now and forever. If a politician would rise with this point of view, that the United States should stop supporting Israel, what would be the effect, you think? Il perdrait la prochaine élection. Presque assurément. Il y a 435 membres dans la Chambre des représentants et 100 sénateurs en plus des 52 gouverneurs. Il est bien possible qu'une circonscription quelque part réélise un candidat qui a déclaré que nous devrions abandonner Israël et mettre un terme à notre relation. Mais c'est peu probable. Je serais très surpris s'il existait 2, 3 ou 4 districts où la chose soit concevable. Aucun pays dans l'histoire n'a jamais eu exactement les mêmes intérêts qu'un autre. Friends owe it to friends to be as candid as possible. So let me say that a precipitous American withdrawal from Iraq would be a disaster for the United States and the entire Middle East. And for the sake of our own security, we will not stand by and let it happen. Selon moi, si le gouvernement Bush n'avait pas compté autant de néoconservateurs bien placés dans l'administration, Colin Powell n'aurait jamais eu à prononcer en février 2003 un énoncé aussi honteux et qui a eu un effet aussi déterminant sur l'opinion américaine. My colleagues, every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. The 4 that are in red squares represent active chemical munitions bunkers. Je ne serais pas parti en guerre à cause de cela. C'est ce que je me suis dit. Je ne partirai pas en guerre. On aurait pu interpréter la plupart de ces arguments différemment de ce que nous avons avancé. Je me suis demandé pourquoi nous avions provoqué des réactions aussi favorables. Nous n'avions certes pas persuadé ceux qui s'y opposaient avec véhémence, mais nous avons eu un certain impact sur le peuple américain et aussi un impact sur la communauté internationale, surtout en Grande-Bretagne. Puis, j'ai compris pourquoi. En fait, c'est Colin Powell. Il jouissait de sondages aussi favorables que ceux de Mère Teresa. Le peuple américain croyait en Colin Powell. Si Colin Powell le disait, c'est que c'était vrai. Cela m'a troublé encore plus. J'ai encore des difficultés à dormir la nuit quand je pense à ma participation dans cette affaire. The quantities were vast. Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount. La question qu'il faut se poser est, si les preuves étaient aussi minces,
Pourquoi Powell a-t-il tenté de persuader le monde que l'Irak possédait des armes de destruction massive et constituait une menace imminente? La réponse, c'est que le gouvernement subissait d'énormes pressions intérieures et extérieures pour en arriver à une telle conclusion. Et qui appliquait toute cette pression? Ce sont les néoconservateurs, presque à eux seuls. Dick Cheney et ses sous-fifres, Richard Pearl est un de ses sous-fifres et Doug Feith en est un autre, ont élevé l'art du mensonge à un niveau supérieur. Est-ce que le pétrole était la préoccupation majeure du président Bush et du vice-président Cheney? Ou était-ce les armes de destruction massive? Le progrès de la démocratie? N'y croyez pas un seul instant. Ils n'ont jamais pensé à instaurer la démocratie quand ils ont commencé cette guerre. Ils ont métamorphosé la mission en guerre pour la démocratie tout simplement pour apaiser le peuple américain et lui fournir des raisons d'appuyer la guerre. Il faut trouver d'où venaient ces pressions, et il est inévitable que le lobby juif aux États-Unis, et AIPAC en particulier, faisait partie du tableau. Il faut être bien naïf pour ne pas considérer qu'il n'a pas une influence prépondérante sur la prise de décision en matière de sécurité nationale, surtout auprès du gouvernement Bush. Le lobby AIPAC fait sentir son influence via le vice-président Cheney, très influent, et par d'autres personnes comme Elliott Abrams, Paul Wolfowitz et un tas d'autres personnes au sein du gouvernement. Évidemment, il ne faut pas perdre de vue le fait que le gouvernement israélien aussi alimentait les services de renseignement américains sur la capacité de l'Irak à produire des armes de destruction massive, constituant ainsi une menace imminente. Il y a un général israélien du nom de Shlomo Braun qui a écrit un article à cet effet. Il soutient qu'Israël a été un partenaire important dans ce complot visant à convaincre le peuple américain et le monde entier que l'Irak constituait une menace imminente. Or, l'Irak n'était pas une menace imminente. Et même si Saddam avait possédé des armes nucléaires, cela n'avait rien à voir. On ne pouvait pas invoquer ces arguments à l'époque aux États-Unis. C'était très difficile d'en discuter publiquement, de tenter d'influencer le débat. L'affirmation selon laquelle le lobby israélien est, comme il le décrit, effectivement dirigé par des Israéliens et reflète les préférences israéliennes est complètement erronée et on peut le prouver. So you don't feel part of the Israeli lobby? Non, je ne fais pas partie du lobby israélien. J'ai mes propres opinions. Je suis sympathique à la cause d'Israël, comme le sont la plupart des Américains. Cela ne m'empêche pas de critiquer une politique d'Israël que je n'approuve pas. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce n'est pas le gouvernement israélien qui influence les Américains qui sont pro-Israël. Richard Pearl vous répondrait peut-être, s'il disait vraiment la vérité, que les intérêts d'Israël et ceux des États-Unis sont les mêmes. Et si je défends les intérêts d'Israël, je défends aussi les intérêts des États-Unis. En qualité de stratège, je leur répondrais « foutaise ». Aucun pays dans l'histoire n'a jamais eu exactement les mêmes intérêts qu'un autre, sur tous les sujets, et je vous prédis que cela n'arrivera jamais non plus. C'est impossible. Les États-Unis font partie du parcours de victimisation israélien. Cela a commencé, je crois, dans les années 70, lorsque l'une des façons pour la communauté afro-américaine d'obtenir des compensations pour l'esclavage et ses conséquences a été d'insister sur son rôle de victime de l'histoire. Ce n'est pas l'autre qui est responsable. C'est l'histoire. Ce sont vos grands-parents qui l'ont fait. Ce n'est pas votre responsabilité personnelle, mais il reste une dette culturelle. Et le parcours de victimisation ultime demeure évidemment l'Holocauste. David Ben-Gurion, le premier Premier ministre d'Israël, le savait très bien. En faisant sentir à un pays tout entier qu'il était une victime de l'histoire, il a su en tirer avantage.
Si on ne peut pas critiquer quelqu'un parce qu'il se considère comme une victime, que faire alors quand il s'agit d'un pays en entier? Un pays bâti sur sa condition de victime, en quelque sorte. J'ai eu des conversations avec des personnes très raisonnables qui m'ont affirmé « Vous avez raison, Israël se comporte mal. Il occupe des territoires, vole de l'eau, vole des terres, bombarde des maisons et le reste. » Mais souvenez-vous de ce qui est arrivé aux Juifs. Il y a tout le contexte, il y a l'histoire, il y a une raison, une excuse pour expliquer cela. On pourrait dire la même chose des Palestiniens. Rappelez-vous ce qui est arrivé aux Palestiniens après le Nakba en 1948. Et puis, il y a eu 1967. Pas surprenant qu'il y ait des attentats suicides. Ça pourrait durer éternellement. Il y a toujours une relation entre les souffrances collectives du passé et les actes individuels du présent. Mais vouloir transformer tout cela en politique officielle est une véritable catastrophe. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Qu'arriverait-il si jamais cette vision particulière qui veut que l'intérêt d'Israël coïncide avec celui des États-Unis, ce que je considère personnellement comme totalement contre-productif pour Israël, si jamais on continuait à marteler cette vision auprès du public américain et de la classe dirigeante, qu'arriverait-il si jamais cela avait des répercussions négatives? Daniel Levy a servi dans l'armée israélienne. Il a été l'un des négociateurs israéliens aux pourparlers de paix à Genève, à Oslo et Taba. Aujourd'hui, il travaille à Washington et veut faire entendre une nouvelle voix juive. Le genre de répercussions négatives qui semble plausible arriverait le jour où suffisamment d'Américains et de politiciens élus diraient tout haut: il faut nous désengager de notre allié au Moyen-Orient. Il est possible que les conséquences de ce qui se passe en Irak et en Iran fassent que le peuple soit très contrarié par notre relation avec Israël. Ce pourrait être un sursaut dans l'opinion publique. Il pourrait y avoir 2 ou 3 sénateurs convaincus qui s'avancent et tentent de faire adopter un changement de politique. Cela n'arrivera jamais. Cela n'arrivera jamais. Et même si à l'aide d'une baguette magique, vous faites disparaître le lobby israélien dont parlent Walt et Mearsheimer, tout ce que j'ai dit continuerait d'être vrai. Je vais vous faire une prédiction. Si le président actuel nous ordonne d'aller en guerre en Iran au cours des 2 prochaines années, et s'il en donne l'ordre à de larges contingents d'armées de terre ou de Marines, alors vous allez assister à un exode massif des forces armées, un exode de généraux, d'officiers. Parce que je pense qu'ils savent à quel point cette décision serait une erreur colossale et qu'elle pourrait mener à la 3e ou 4e guerre mondiale. Rappelez-vous l'Empire romain. Pendant très longtemps, la Judée a embêté les Romains, mais ceux-ci ne leur ont jamais fait de mal. Lorsque la Judée est vraiment devenue une nuisance, les Romains se sont retournés contre eux, ont détruit leurs temples, les ont éliminés en leur disant « Un empire a des préoccupations plus importantes que vous ». C'est ce à quoi peut faire face Israël au cours des 25 prochaines années. Ne plus intéresser l'Empire américain. Et pour expliquer pourquoi Israël ne l'intéresse plus, l'Empire américain invoquera le fait qu'il a plus besoin de pétrole que de l'État d'Israël, ou inversement que le pétrole n'est plus vraiment très important. Sa valeur serait inférieure aux problèmes qu'il cause. Toute la question de l'Holocauste et de l'antisémitisme s'éteint peu à peu à cause du renouvellement démographique. C'est une catastrophe pour Israël, parce qu'Israël n'a pas d'autre ami au monde.